Bonjour Pierre Lévy. Bonjour, merci de votre invitation. Merci d'être là. Vous êtes diplomate, ancien ambassadeur de France en Russie entre 2020 et août 2024. Avant que vous nous racontiez comment vous avez vécu de l'intérieur ces années décisives, un petit détour par l'actualité. Les Américains et les Russes discutent à Riyad d'une trêve actuellement. C'est depuis hier. On attend un communiqué commun. Quel est votre regard sur ces négociations qui se déroulent actuellement en Arabie Saoudite? Je voudrais d'abord remarquer que dans ce conflit qui est très long, nous vivons une accélération extraordinaire. En fait, depuis, je dirais, le 12 février, c'est le premier coup de téléphone officiel entre le président Trump et le président Poutine. Et donc, nous inscrivons en cette longue séquence. Il me semble qu'il y a 3 temps dans ce que nous vivons. Il y a eu d'abord le temps de la sidération, parce que on a bien vu les positions américaines qui étaient surprenantes, et je pèse mes mots, là, je suis vraiment très diplomate. Je pense notamment au vote aux Nations Unies. Les États-Unis ont voté avec la Russie le 24 février, ce qui est quand même une rupture majeure. Je pense bien sûr à la scène dans le bureau ovale, bouleversante, je trouve, de cet homme qui risque sa peau, qui est là, Zelensky avec Trump et puis après certaines déclarations américaines plutôt anti du président Trump contre Zelensky. Donc ça, c'était le premier temps, le temps de la sidération. Ensuite, le deuxième temps, c'est le temps de la proposition, puisqu'ensuite il y a eu des contacts entre les Ukrainiens et les Américains, et puis cette proposition de trêve. Et maintenant, nous sommes dans le troisième temps, la négociation. Et c'est ça qui, je crois, est très intéressant à remarquer, c'est que nous sommes dans l'examen des propositions de la trêve, mais je crois qu'il faut avoir deux limites en tête, en tous les cas. Premièrement, d'abord, le processus sera très long. Moi, c'est ma conviction depuis le début. C'est-à-dire, il y a d'abord le cessez-le-feu. Deuxième étape, il y a une paix juste et durable. Et troisième étape, il y a ce que les Russes appellent le traitement des causes profondes du conflit. Et moi, j'ai toujours en tête le discours du président Poutine le 14 juin 2024 au ministère des Affaires étrangères à Moscou, au MID, dans lequel il a détaillé toutes les positions russes. Et quand vous regardez tout cela, d'abord, vous vous apercevez que les positions russes n'ont pas changé, fondamentalement. En particulier, il y avait des conditions très strictes qui étaient mises en avant pour obtenir un cessez-le-feu, qui était la cessation des livraisons d'armes à l'Ukraine. Cette condition a été reprise explicitement par les Russes. Deuxièmement, l'évacuation des territoires annexés qui sont encore sous contrôle ukrainien. Et puis bien sûr, en plus, il y a la question de la poche de Koursk, parce qu'il est absolument inimaginable que les Russes négocient d'une trêve tant que la poche de Koursk n'est pas sous contrôle. Là, la situation est un peu confuse, je me garderai bien de spéculer. Et puis alors, la deuxième remarque, quand on regarde ce qui se passe, est plus générale. On peut se demander, et encore une fois, je mets des questions sur la table, je crois que la situation est tellement complexe qu'il faut bien se garder d'avoir des jugements définitifs, mais connaissant un peu les Russes et voyant la complexité de la situation et voyant aussi l'attitude américaine, ma question est la suivante. Est-ce que nous sommes face à une vraie négociation? En d'autres termes, maintenant, les Américains, voyant, parce qu'à un moment, il y aura un refus des Russes, sans doute, ou en tous les cas, les Russes vont être obligés d'aller de plus dévoiler leur position. Est-ce qu'ils acceptent ou non le cessez-le-feu? C'est leur intérêt aussi, parce que les bombardements ukrainiens ont beaucoup affecté les raffineries, la capacité de raffinage de la Russie. Donc, on va voir ce qui va se passer, mais on peut tout à fait imaginer que face à un refus russe, le président Trump fasse monter la pression.
par exemple, avec des nouvelles sanctions. On rentre à ce moment-là dans une vraie négociation. Vous pensez que Donald Trump peut avoir un pouvoir comme ça de pression sur Vladimir Poutine? Les États-Unis ont des leviers réels. Il y a d'abord les sanctions, et en particulier les sanctions secondaires. Il peut aussi faire en sorte de faire baisser le prix du pétrole. En s'entendant avec d'autres producteurs. Vous voyez, donc les Américains ont des leviers qui sont absolument réels. Mais ça, c'est une vraie négociation. Mais la question vient aussi du fait que je me demande si ce n'est pas une pièce de théâtre. Si on n'est pas dans un jeu de dupes. Voilà, en tous les cas, une pièce de théâtre, un jeu d'ombre, une pièce de théâtre qui est déjà écrite par le président Trump et le président Poutine. Tout se renégocier finalement, on joue une pièce de théâtre. On s'arrange, je veux régler cette question ou m'en débarrasser, je ne sais pas. On a appris que notamment les Russes et les Américains voulaient désormais inclure l'ONU dans les négociations, par exemple. Oui, j'avoue il faut être aussi extrêmement prudent parce que on voit un jour surgir l'ONU, après on reparle de l'apport des Chinois. Oui, moi ce que je crois en tous les cas, ça confirme toutes nos analyses depuis très longtemps, et ce ne sont pas des analyses très originales, c'est que pour Moscou, l'astre géostratégique, en quelque sorte, ce sont les États-Unis. Et le seul fait de reprendre les contacts tels qu'ils se développent maintenant avec Washington, c'est vraiment leur objectif. Il y a deux pays dans le monde. On recrée le duopole comme au bon vieux temps. La bipolarité, et on retrouve à travers ça son prestige, quelque part, c'est ça ? Absolument, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Quand on revient sur ces 4 années que vous avez passées à Moscou, à l'ambassade de France, comment vous apprenez l'attaque de l'Ukraine, ce fameux jour de février, ce 24 février 2022 ? Il faut bien voir, quand je rembobine le film des événements, nous vivions une période de grande tension depuis bien longtemps. Et en particulier, vous vous souvenez peut-être que dès le printemps 2021, il y avait des accumulations de troupes autour de l'Ukraine. Alors, faisions des démarches auprès des Russes. Le président de la République parlait au président Poutine et il nous disait non, ce sont des exercices, voilà. Et puis, il y a eu toute une série comme ça de montée de la température, pression, voilà. Et puis et en particulier fin 2021, il y a eu aussi des manœuvres diplomatiques russes pour nous faire des propositions en matière de garantie de sécurité, mais qui, à mon sens, étaient simplement une mise en scène pour ensuite justifier une intervention. Et puis bien sûr, nous travaillons sur tous les scénarios, nous essayons de faire tourner nos modèles, qu'est-ce qui peut se passer. Et pour être tout à fait franc, nous ne croyions pas, nous pensions à une action militaire, nous ne croyions pas, et peu d'experts y croyaient, à une invasion en bonne et due forme. Et puis ensuite il y a eu au mois de février donc la visite du président de la République, le 7, pour tout tenter. Et là, bien évidemment, on était dans une ambiance très très lourde. Et puis quelques jours avant, il y a eu un afflux de réfugiés du Donbass qui, à mon sens, était totalement organisé par les Russes, puisque les Russes disaient il y a un génocide des populations. Donc nous étions vraiment en alerte. Et puis, il y a eu la reconnaissance des territoires annexés par le président Poutine. Il a signé un traité bilatéral avec la République du Donbass et de Luhansk. Et puis, la veille de l'invasion, il y a eu aussi des déclarations de Dmitri Peskov. Donc, mon équipe était vraiment en alerte. Et puis après, on n'arrive pas à y croire, mais après je dormais et un gendarme est rentré dans ma chambre en me disant voilà, monsieur l'ambassadeur, voilà votre collaboratrice Elisabeth Behrens, qui était ma conseillère en charge de la communication, de la presse, à la chancellerie, a essayé de vous joindre. Donc il m'a secoué et puis tout de suite voilà, on s'est mis à travailler. Là il n'y a pas le temps d'être sidéré, il faut passer à l'action. Tout le monde, les équipes étaient en alerte quand même depuis plusieurs jours. Voyez, et puis après on a embrayé dans cette
dans cette nouvelle séquence. Et j'avais été frappé au matin de l'invasion par le discours du président Poutine, que nous écoutions en direct, qui était extrêmement dur, qui invoquait d'ailleurs, et ça je trouve que c'est très intéressant, qui invoquait l'article 51 de la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire la légitime défense. Nous sommes attaqués. Nous sommes attaqués, illégitimer l'invasion voilà, de l'Ukraine. Être ambassadeur de France à Moscou, c'est subir beaucoup de pression. Vous avez subi beaucoup de pression du pouvoir russe pendant ces années. Vous avez été plusieurs fois convoqué, hein, c'est ça? Oui, mais ça fait partie du boulot? Ça fait partie de la fiche de poste, oui. Ça fait partie du boulot. J'en tire absolument aucune gloire parce que ça traduit voilà, la dégradation de nos relations. Mais bon, après, il y a différentes manières de faire les choses. Parfois, vous avez des communiqués très très durs, alors que l'entretien s'est déroulé de manière plus courtoise. Parfois, vous êtes invité sans être vraiment convoqué. Parfois, ce sont des vrais sujets. Et là, j'étais content d'en parler. Mais parfois, ce sont vraiment une mise en scène. Vous pouvez rentrer dans le MID, qui est un bâtiment impressionnant, et être accueilli par des journalistes, beaucoup de journalistes, et être accueilli aussi à la sortie par des journalistes qui vous apostrophent. Vous voyez, il y a toute une série de configurations. En fait, ça, ouais. Mais je dirais la pression, elle vient pas uniquement des Russes. La pression, elle vient de la mission. Vous voyez, parce que c'est une très belle mission. Pour moi, être en poste à Moscou était un rêve depuis des années. Vous voyez, j'aime beaucoup ce pays. Parce que vous avez un amour particulier pour la Russie, Pierre Lévy? Oui, parce que c'est une culture que je connais. J'ai lu Guerre et Paix quand j'étais tout jeune. Voilà, mon cœur battait. Vous voyez, j'ai vu un tas de films soviétiques, Quand passent les cigognes, tout ça. Enfin, je suis nourri de tout ça. De la culture russe. Et j'ai fait en fait ma deuxième langue au lycée était le russe. Et donc c'était mon dernier poste. Donc c'est dans toute carrière, c'est une forme de grande satisfaction quand même d'être dans un poste comme celui-là. Et puis il se trouve ensuite que malheureusement les choses ont basculé. Je dis malheureusement parce que d'abord c'est la guerre, c'est horrible. Et puis nous avions plein de projets de coopération. Enfin c'était formidable. Et en même temps, je ne cache pas ma satisfaction d'avoir fait mon métier dans des conditions extrêmes. Vous voyez, c'était en quelque sorte la diplomatie chimiquement pure, parce que c'était la paix ou la guerre. Et il y avait une pression forte parce qu'il s'agissait d'informer Paris de ce qui se passait, de savoir ce que nous pouvions faire, de comprendre la société russe, de comprendre le pays qui lui-même se transforme sous l'effet de la guerre. Vous voyez, on va y venir. Vous parlez vous êtes diplomate. Le président de la République, au tout début des événements, dialoguait régulièrement avec Vladimir Poutine. Le dialogue, même avec quelqu'un d'aussi qui n'a pas toujours, comment dire, la même rationalité que nous. Il faut maintenir toujours le dialogue. Ça, c'est essentiel. Moi, je pense qu'il faut maintenir le dialogue. Le président de la République s'était engagé très tôt, en 2019, dans cette reprise du dialogue pour essayer de remettre la relation sur les rails. Hein. Il a pris des risques aussi, hein, en venant le 7 février. Hein, et je trouve que c'est vraiment... Un risque physique ? Non, pas un risque physique, mais un risque diplomatique. Mais il a pris un risque parce que les résultats n'étaient pas évidents. Mais je trouve qu'il fallait absolument tout tenter jusqu'au bout. Et ça, c'était bien. Simplement, à un moment, quand vous considérez que de toute façon, il n'y a pas de chance que le dialogue soit productif, vous voyez, il faut un peu laisser passer du temps. Mais dialoguer, ce n'est pas un signe de faiblesse. Mais il est vrai, et on peut le comprendre compte tenu de l'histoire au sein de l'Union européenne de certains États membres. Hein, il faut toujours garder à l'esprit que la relation avec la Russie, c'est un des sujets qui divise le plus au sein de l'Union. Parce que quand vous êtes à Lisbonne, vous n'avez pas la même perception de la Russie que quand vous vivez à Tallinn ou à Varsovie. Bien sûr. Et je connais bien leur mentalité.
puisque j'étais en poste à Varsovie et à Prague, mais je trouve que c'est très important de maintenir cela. Simplement, à un moment, vous vous dites, voilà, c'est pas la peine. Oui, parce que il y a des discours inversés, il y a des rationalités qui ne sont pas les nôtres. Totalement. Et vous des faits qui sont... Vous avez tout à fait raison de poser cette question de la rationalité, parce qu'on était dans une autre logique. À la fois parce qu'il y a le discours inversé, c'est-à-dire nous sommes les agresseurs, pourquoi est-ce que vous coupez les relations avec nous, voyez, donc vous êtes dans un monde dystopique en quelque sorte. Hein. Et puis deuxièmement, ce qui aussi crée un écart profond, je crois, c'est que c'est toujours mon analyse très personnelle. Oui. Le président Poutine, je pense, raisonnait pour l'histoire. Parce que vous vous souvenez qu'en 2020, il y a eu une réforme constitutionnelle qui lui permet en fait de rester au pouvoir jusqu'en 2036. Et donc je pense qu'il a voulu, en réglant la question ukrainienne, entre guillemets, à sa façon, travailler pour l'histoire. Et laisser une trace dans l'histoire. On sait que le temps des Russes n'est pas notre temps à nous, et de fait, effectivement, il peut être président jusqu'en 2036. Dernière question, c'est le temps file déjà très vite. Vous dites vous avez circulé en Russie. Vous n'êtes pas resté que à Moscou. Comment vous percevez l'opinion russe actuelle ? L'opinion russe actuelle, et il faut le reconnaître, et quand on regarde les sondages, et quelles que soient les critiques que l'on peut faire aux sondages en Russie, et majoritairement suit le chef. Elle est derrière Poutine. Derrière Poutine, à la fois par réflexe patriotique, parce qu'il y a aussi une propagande, nous sommes attaqués, il faut se défendre, aussi parce que les gens craignent aussi d'exprimer une voix dissidente, et puis aussi, et ça il faut le rappeler, parce que maintenant beaucoup ont intérêt à la poursuite de la guerre, parce qu'ils reçoivent des primes très importantes d'engagement ou au décès. Il y a une augmentation du salaire, du revenu réel sans précédent depuis 15 ans. Vous avez un taux de chômage de 2,3%. Donc, ça veut dire en fait que même pour Poutine, c'est un train qui est très compliqué à arrêter, puisqu'il y a un énorme impact sur la société civile, c'est ça ? Exactement ça. C'est exactement ça. Moi, je pense que politiquement, il peut arrêter à tout moment en disant voilà, nous avons gagné, nous avons repoussé l'OTAN. Il n'aura pas un Parlement pour le contredire ou des journalistes pour le contredire. Mais c'est très compliqué parce que qu'est-ce que l'on fait de tous ces gens qui ont été mobilisés ? Comment est-ce qu'on passe d'une économie de guerre à une économie plus normale ? Et on retrouve là, à ce moment-là, les problèmes structurels bien connus de la Russie. C'est très très compliqué, et c'est pour ça, je crois, et je terminerai peut-être par là, je crois que la guerre peut s'arrêter, mais la confrontation avec l'Occident, elle, ne s'arrêtera pas. Parce que je pense qu'il a besoin de tout ce narratif selon lequel la Russie est attaquée par l'Occident, par l'OTAN. Et ça remonte, c'est très ancien. Hein. Oui, mais un narratif qu'il va devoir adapter, puisque maintenant, il parle avec Trump et a l'air de bien s'entendre avec Trump, donc il va falloir traduire à son opinion publique ce revirement quand même. Hein. Exactement, parce que quand j'étais là-bas, les États-Unis étaient le leader de l'empire du mensonge, pour reprendre la parole officielle. Ils étaient très maltraités, il y avait l'américanophobie, comme ils disent. Mon collègue américain avait traversé de grosses épreuves, et d'ailleurs nous étions solidaires, hein, nous nous aidions. Et donc aujourd'hui, comment est-ce qu'il peut ajuster ce langage ? C'est très intéressant, hein, puisque en Russie, le narratif compte beaucoup, comme le symbole, comme le signe, et c'est très intéressant de voir que dans le premier communiqué après leur entretien tout récent, il y a cette référence à la fin qui n'a pas beaucoup attiré l'attention sur les matchs de hockey. Voyez, parce que c'est une manière, d'abord pour les Russes, de montrer qu'ils sont très détendus, que tout va bien, et de faire référence au bon vieux temps. Maintenant, on va, comme en 1980, il y a eu un fameux match de hockey,
on reprend les choses. Mais vous avez tout à fait raison, il y a un problème d'ajustement du discours. On va suivre ça. Merci Pierre Lévy d'avoir été avec nous. Le temps file trop vite. Il y a un sommet qui est prévu jeudi à Paris en présence de Volodymyr Zelensky et des alliés de Kiev. Merci à vous et puis à une prochaine fois, j'espère, sur ce plateau. Merci d'avoir été là.